Merci d'être là à ce webinaire de présentation de la nouvelle aide à l'exécution sur l'assainissement du charriage. Je vous présente en bref le programme. Donc, on va commencer par un résumé du contexte général de l'assainissement du charriage en Suisse. Ensuite, on fera une vue d'ensemble de l'aide à l'exécution. On ira un peu plus dans les détails de la planification des mesures d'assainissement. Et ensuite, on reviendra sur les quelques points clés à retenir de cette présentation et de l'aide à l'exécution sur l'assainissement du charriage. Alors, le contexte général, pour beaucoup, le charriage, c'est vu comme un danger naturel. On s'en préoccupe que lorsqu'il y a des intempéries, comme par exemple sur la photo de gauche, où on voit une lave torrentielle qui a eu lieu en Valais à l'automne passé. Donc c'est vu, voilà, c'est vu comme quelque chose de mauvais en fait. Pour d'autres, c'est une problématique de gestion. Donc pour les aménagements hydroélectriques, euh, les sédiments, voilà, c'est un matériau qui se stocke dans les lacs de barrage et puis dont on doit se débarrasser. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on aime avoir ça. Et puis la troisième facette du charriage, c'est ce qu'il représente en tant qu'habitat écologique. Et c'est là-dessus que l'aide à l'exécution se focalise. En fait, le charriage, c'est le matériau de construction de nos rivières. C'est ça qui permet à nos rivières de développer des structures morphologiques qui permettent à toutes les espèces de poissons de se reproduire en frayant, donc en déposant leurs œufs. Et ça joue le rôle d'habitat pour une quantité incroyable d'autres espèces aquatiques et terrestres. Euh, donc, qu'est-ce que, en fait, l'aide à l'exécution, elle a comme base légale la loi sur la protection des eaux. La loi sur la protection des eaux, elle vise à valoriser les eaux en tant qu'habitat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire essayer de retrouver, dans la mesure du possible, des cours d'eau qui soient le plus proche possible de l'état naturel. Pour ça, il faut plusieurs ingrédients. Donc, il faut de l'eau qui soit propre et suffisamment en quantité suffisante. Il faut de l'espace pour ces cours d'eau. Donc ça veut dire que les cours d'eau doivent avoir assez de place pour pouvoir développer des structures qui leur sont propres. Et puis enfin, le dernier ingrédient de notre recette, c'est d'avoir du charriage, donc d'avoir suffisamment de matériaux dans le lit du cours d'eau euh, pour que les structures puissent se développer, des structures proches de l'état naturel. Ici à droite, voilà, il y a les articles de la loi sur la protection des eaux qui permettent, qui permettent d'atteindre ces objectifs. Et puis donc, en ce qui concerne le charriage, c'est l'article 43A de la loi sur la protection des eaux qui règle, qui donne les grandes lignes de ce que doit être l'assainissement du charriage. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec l'assainissement? Donc, en 2014, il y a une planification stratégique qui a été faite par tous les cantons de Suisse. Euh, on a environ 2000 km de cours d'eau qui sont en atteinte grave par rapport à la thématique du charriage. Sur ces 2000 km, disons que c'est 140 installations qui sont liées à la force hydraulique, qui impliquent ces atteintes graves et qui doivent être assainies. Et puis 360 autres installations qui doivent être assainies, donc qui sont non liées à la force hydraulique, mais qui ont un impact sur le charriage. Ici, vous avez sur la carte l'exemple de l'état actuel de l'assainissement sur le canton de Schwytz. Et puis, en juillet 2024, donc il y a le rapport de l'OFEV qui sortira, donc été 2024, sur l'état de l'assainissement de la force hydraulique, avec justement les projets qui ont eu lieu durant ces 4 dernières années. Ouh, j'entends un petit écho. Voilà. Donc, donc, et puis, si jamais ça vous intéresse, toutes les données qui nous sont transmises par les cantons sur l'état de l'assainissement sont disponibles à cette adresse-là. Donc, comme Angela l'a dit, la présentation sera disponible ensuite
sur le site internet, vous pourrez avoir accès à tous ces liens. Si maintenant on passe au contenu de l'aide à l'exécution, et d'abord pour avoir une petite vue d'ensemble, il faut avoir voilà, une idée de l'historique qui s'est déroulé depuis le démarrage, disons, du processus d'aide à l'exécution jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé plein de choses, je ne vais pas aller dans le détail, mais ce qu'on peut dire, c'est que donc, quand on a démarré, la question centrale, c'était de répondre à en fait, quelle quantité de charriage les cours d'eau ont besoin pour remplir les fonctions écologiques. Et à l'époque, personne n'avait de réponse à cette question lorsqu'on a démarré. Donc, toutes les bases scientifiques pour répondre à cette question ont dû être développées. Il y a eu plein de discussions avec des groupes d'experts, avec le groupe d'accompagnement, etc. Et donc, ça a conduit début 2024 à la parution de l'aide à l'exécution sur l'assainissement du charriage, version allemande. La version française est en cours de traduction et devrait être disponible voilà, tout prochainement, on espère le plus vite possible. Là, c'est au service de traduction de l'OPEL. Quelles sont les installations concernées par l'aide à l'exécution? En fait, c'est toutes les installations qui modifient le charriage d'un cours d'eau. Donc, on a les aménagements hydrauliques, les dépotoirs, tout ce qui est aussi les sites d'extraction, et puis également tout ce qui est les projets d'aménagement de cours d'eau qui ont une influence sur le régime de charriage. Donc ça peut être par exemple les élargissements liés à une revitalisation, des projets de protection contre les crues, etc. Quand on parle de débit de charriage modifié, ça veut dire soit que le débit de charriage est réduit, donc on a une installation qui bloque le charriage et donc à l'aval on aura moins de matériaux, ou alors on parle aussi d'un débit de charriage modifié lorsqu'on a une mobilisation réduite. Ça peut être un aménagement qui réduit l'hydrologie à l'aval, et donc à l'aval, le cours d'eau aura moins de débit disponible, les débits morphogènes, comme on appelle ça, pour avoir vraiment une dynamique proche de l'état naturel. Encore une chose, les cas, par exemple, d'exhaussement du fond du lit, donc si on a trop de matériaux et qu'on a un lit qui s'exhausse, et des conséquences possibles sur la protection contre les crues, ou bien les cas d'érosion. Ça, ce pas des cas qui sont traités dans le cadre de l'aide à l'exécution. Quand on parle des objectifs pour l'assainissement du charriage, les objectifs, ils doivent être différenciés selon les différentes situations. En général, l'objectif, c'est de permettre un état morphologique qui soit similaire à l'état proche de l'état naturel. Disons que la première situation qu'on peut rencontrer, c'est lorsqu'on a un tronçon de cours d'eau qui est déjà proche de l'état naturel, donc ça veut dire que les berges sont pas protégées, qu'on a une largeur suffisante, etc. Mais qu'on a juste une modification du débit de charriage à l'amont. Ou alors, ça peut être un tronçon qui est morphologiquement pas à l'état naturel, mais qui pourrait être renaturé, donc via un élargissement, etc. Dans ce cas-là, on aura comme objectif d'avoir une morphologie qui soit semblable à cet état proche de l'état naturel. Je vais y revenir plus tard sur la définition de l'état proche de l'état naturel. Et voilà, c'est l'objectif pour ce type de tronçon. Ensuite, on peut avoir des cas particuliers. Donc, par exemple, ici, si on a un tronçon avec une zone alluviale d'importance nationale, là, on va avoir des exigences ou des objectifs qui sont encore plus élevés. Donc, ça veut dire qu'on va vouloir atteindre une morphologie et une dynamique qui soit le plus proche possible de cet état proche de l'état naturel. Ensuite, on peut avoir des cas particuliers, donc pour lesquels, par exemple, disons la morphologie du cours d'eau est durablement atteinte. Donc, si par exemple on a un rétrécissement du lit qui ne peut pas être modifié parce qu'on a trop de contraintes et qu'on sait qu'on ne pourra pas faire d'élargissement, pas de renaturation. On peut avoir des tronçons aussi où on a un régime d'écoulement modifié. Donc, par exemple, à l'aval d'un grand barrage pour lequel il y a
que rarement de surverse ou voilà, donc un tronçon à débit résiduel, ou alors pour les tronçons qui ont été protégés par des seuils pour effectivement réduire l'apport de matériaux pour des questions sécuritaires. Alors là, dans ces cas-là, on aura des objectifs morphologiques qui sont réduits. Ici, vous avez un exemple schématique d'un cours d'eau en tresse, avec, si on part de la gauche, disons que c'est l'état naturel, vraiment sans aucune atteinte et sans aucune modification liée à l'homme. Donc le cours d'eau dans un état théorique, comment il pourrait être si l'homme n'avait jamais existé sur Terre, en fait. Donc, un état totalement théorique. Et puis, si on va de la gauche vers la droite, donc ici vous avez la représentation du débit de charriage. Donc on voit qu'on a un débit de charriage qui diminue. Et puis là, on a la morphologie correspondant à ce débit de charriage qui diminue. Donc ici, on peut voir que voilà, on a toujours une morphologie en tresse, donc relativement diversifiée. Et puis, plus on va vers la droite, et plus on s'approche d'un canal unique et donc d'une morphologie et des habitats de plus en plus pauvres. Donc, quand on parle des différents états, on a cet état naturel, on a l'état proche de l'état naturel, et ça, c'est en fait cet état-là qui nous intéresse. L'état proche de l'état naturel, ça correspond en fait à quoi ressemblerait le cours d'eau si toutes les installations qui ont un impact sur le régime de charriage n'étaient pas là. Donc en fait, si on supprime tous les barrages, tous les dépotoirs, etc., à quoi ressemblerait, enfin, voilà, toutes les constructions qu'on a faites sur les cours d'eau, à quoi ressemblerait cet état-là. Par contre, on ne peut pas ne pas considérer les autres impacts anthropiques. Donc, par exemple, tout ce qui est impact de l'agriculture, impact des grands boisements ou déboisements. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas agir et qui sont là. Donc on a cette état proche de l'état naturel. Si on a un état actuel qui est ici, notre but, ce sera d'avoir l'état cible qui supprime l'attente grave. Donc en fait, d'avoir une structure morphologique qui est la plus proche ou relativement proche de cet état proche de l'état naturel. Ici, quand on parle d'état cible adapté, c'est dans les cas que j'ai mentionnés avant, où donc on a une modification, soit par exemple, soit de l'hydrologie, soit on a un tronçon qui est totalement construit et qu'on sait qu'on pourra pas, la morphologie pourra pas, disons la largeur initiale pourra pas être atteinte. Alors là, on a un état cible adapté avec une morphologie, des objectifs morphologiques adaptés. Si maintenant on passe un peu plus dans le concret à la planification des mesures d'assainissement, comment est-ce qu'on planifie ces mesures? L'aide à l'exécution, elle définit 8 étapes de planification qui doivent être réalisées dans tous les projets en fait, qui ont une influence sur le débit de charriage, que ce soit les projets d'assainissement, de revitalisation ou de protection contre les crues. Donc, on va commencer avec une analyse de la situation, analyse de l'état actuel et de l'état du cours d'eau proche de l'état naturel. Ensuite, définition des objectifs. On va définir les objectifs morphologiques et le débit de charriage nécessaire. Ensuite, on va définir quels sont les objectifs concrets d'assainissement pour les installations. Et puis ensuite, une fois qu'on a défini les objectifs, on va évaluer les mesures. Donc, ça veut dire identifier les mesures possibles, évaluer les différentes variantes. Donc, ça peut être des mesures simples ou bien des combinaisons de mesures entre elles. Et ensuite, on va devoir choisir la meilleure variante, coordonner la variante choisie avec les autres mesures sur le bassin versant, donc être sûr que la variante choisie n'impacte pas négativement les autres projets ou mesures qui seraient en cours sur le bassin versant. Et puis enfin, définir de quelle manière on va faire un suivi d'efficacité pour être sûr que les mesures qui ont été choisies
ont l'effet attendu. Ces étapes de travail, elles sont à différencier selon le type de cours d'eau. Donc, on a le cas, disons le cas classique, où on a donc pour les cours d'eau relativement plats. Donc, on parle de pente de moins de 3%. Donc là, on va suivre ces différentes étapes de travail qui sont définies dans les délais d'exécution. Et puis là, on a la description des différentes méthodes qui peuvent être appliquées pour déterminer le débit de charriage nécessaire. Dans le cas des cours d'eau des cours d'eau plus raides, donc les cours d'eau alpins avec pente de plus de 3%, ou dans le cas des petits bassins versants où souvent on a des données qui sont assez lacunaires, où on n'a pas beaucoup de données. Alors là, on a une approche simplifiée dans les étapes de travail. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre en œuvre les mesures d'assainissement de manière progressive. Et puis, un accent sera donné plutôt sur le suivi des effets. Donc, en fait, on va essayer d'augmenter le débit de charriage, de voir quels sont les effets. Et puis, en fonction de la réponse du cours d'eau à cette augmentation, voir ce qui peut être adapté, etc. Les méthodes pour le débit de charriage, voilà, sont données ici. Donc, quand on parle de débit de charriage nécessaire, de quoi on parle? Ici, on a l'exemple de la Zime, donc c'est un cours d'eau qui se trouve dans le canton de Berne. Et puis vous avez deux photos, donc en haut une photo qui date de 1940 et puis en bas une photo qui date de 2015. Entre 1940 et 2015, le débit de charriage a baissé de plus de la moitié en fait. Et ça, c'est dû principalement à des extractions qui se sont faites en amont et puis la présence de dépotoirs qui ont été construits. Et donc, en fait, on voit clairement l'influence sur la morphologie entre 1940 et puis 2015. On est passé d'un tronçon en tresse avec plusieurs chenaux à un tronçon simple. En fait, on voit là encore quelques bandes graviers, mais qui sont vraiment éparses. Et puis, donc, en fait, ça implique que la dynamique a clairement diminué en raison du débit de charriage qui a diminué. Ça a permis à une surface boisée de croître et en fait de limiter la dynamique du cours d'eau. Donc là, en fait, on a une zone boisée qui agit en fait comme stabilisateur. Et puis donc on a vraiment une modification claire de la morphologie. Voilà. Là, dans cet exemple ici, il n'y a eu il n'y a eu aucun travaux sur les berges qui a été fait, aucune intervention de l'homme. C'est vraiment la diminution du débit de charriage qui a eu un impact sur la morphologie. Cet impact sur la morphologie, on peut le montrer en fait dans le diagramme qu'on voit ici, qui est le diagramme de Amari da Silva, et puis en fait qui permet de visualiser l'état morphologique d'un cours d'eau à un moment donné. Donc ici on a donc on a la largeur relative sur l'axe des Y, puis la profondeur relative sur l'axe des X, donc c'est deux grandeurs adimensionnelles, et puis ça nous permet en fait de déterminer quel est l'état morphologique d'un cours d'eau à un état donné. Ici, donc le point bleu, ça représente la photo de 1940, et puis le point rouge, ça représente la photo en état actuel. Ici, sur la droite, on a les différents styles fluviaux, et en fait, chaque zone ici, qui est délimitée par un trait noir, correspond à un style fluvial. Donc ici, on a le style de l'iraméfié, et ensuite, ici, on a le style de l'isigneux. Et puis, on voit que entre l'état donc, de 1940 et puis l'état actuel, il y a eu un changement. En fait, notre point s'est déplacé vers le bas. Donc, on a eu un clair changement de style fluvial entre l'état initial et puis l'état actuel. Donc, quand on parle de débit de charriage nécessaire,
En fait, ça permet de déterminer quel serait le débit de charriage qu'on devrait avoir dans un cours d'eau pour atteindre un style fluvial qui soit similaire à cet état proche de l'état naturel. Ce débit de charriage, il se situe toujours entre 65 et 80% du débit de charriage proche de l'état naturel. Donc, tout ça, c'est décrit, toute la méthodologie est décrite dans un rapport qui a été réalisé par Shelfly et Hunziker en 2021, qui est disponible sur le site de l'OFEV, que vous pouvez consulter. Et puis, donc, par exemple, pour le cas particulier de la ZIME, en fait, le débit de charriage nécessaire qui permet d'atteindre notre état cible, ce sera 75% de ce débit de charriage qu'on avait à l'époque, à l'état proche de l'état naturel. Et donc, on voit que c'est un point en fait qui permet de remonter dans un style fluvial. Alors, ces frontières-là, il ne faut pas les prendre comme une frontière fixe en fait. C'est plutôt des zones de transition. Donc, le fait qu'on soit d'un côté ou de l'autre du trait, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est plutôt qu'on se rapproche du style fluvial d'origine en fait. Ah oui, un dernier élément que je peux dire, donc c'est qu'on a ce chiffre de 65 à 80% du débit de charriage proche de l'état naturel. En fait, plus on monte dans les styles fluviaux qui sont ramifiés, donc qui ont des dynamiques élevées, plus la diminution du débit de charriage aura un impact sur la morphologie. Donc en fait, si on est dans ces styles-là, on aura un débit de charriage qui devrait être plus proche, donc voilà, dans les 80% du débit de charriage proche de l'état naturel. Et puis si on descend dans les styles fluviales qui sont plus proches des lits en méandre et puis qui ont moins de charriage, là on va être plus proche de ces 65%. Actuellement, on a 2 projets de recherche qui sont en cours et qui ont pour objectif d'approfondir cette approche et de gagner plus de connaissances sur la relation entre apport de sédiments et morphologie. Et puis, donc, un de ces projets, c'est un projet de laboratoire qui a lieu en ce moment à l'université de Stuttgart. Et puis, ici, là, vous avez 2 photos. Donc, ici, c'est un état avec un apport de sédiments qui est élevé. Donc là, ici, on a un apport de sédiments de voilà, 40-45 kg par heure. Et puis, sur la droite, vous avez un apport de sédiments qui a été réduit de moitié. Et puis là, on voit clairement l'influence du débit de charriage sur la morphologie avec un passage d'un cours d'eau qui est fortement ramifié, un passage d'un style à chenal simple. Donc voilà, c'est la même trajectoire qu'on peut voir ici. On va avoir le passage, si on baisse le débit de charriage, on va toujours se déplacer dans ce sens-là et puis descendre d'une classe fortement ramifiée à une classe, un style fluvial, disons, qui est plutôt moins dynamique. Si je parle encore des mesures dans le bassin versant, donc la définition des mesures, une fois qu'on a défini notre débit de charriage nécessaire, comment est-ce qu'on va l'appliquer concrètement sur nos installations? Donc le débit de charriage nécessaire, on doit toujours le voir dans l'ensemble du bassin versant en fait. Donc ça signifie pas forcément qu'on doit assainir chaque installation, mais on doit avoir le débit de charriage qui est nécessaire au tronçon cible qu'on veut assainir. Il peut souvent, il arrive que à l'aval de ce tronçon cible ou bien dans le bassin versant, on ait un tronçon qui soit un tronçon critique pour la protection contre les crues. Mais ça ne veut pas dire que si on a ça, on va renoncer à assainir les installations à l'amont et on va renoncer à avoir le débit de charriage nécessaire sur le tronçon cible. Au besoin, on va faire des mesures complémentaires pour protéger
pour protéger de manière adéquate ce tronçon-là. Dans les types de mesures qu'on peut faire, ici vous avez 4 exemples de mesures qui ont été réalisées. Donc en haut à gauche, on a une mesure où c'est un abaissement de la retenue sur la Zime. Donc c'est le même cours d'eau que je vous ai montré avant. Et puis là, en fait, donc c'est simplement le fait d'ouvrir les vannes et puis de laisser passer le débit lorsque la rivière est en crue, en fait, ce qui nous permet de faire transiter les sédiments directement à travers l'installation. Par défaut, c'est cette mesure-là qu'on devrait envisager. Voilà, donc on devrait pouvoir faire transiter le charriage à travers l'installation, si possible. Après, voilà, il y a toujours une série de contraintes à envisager et puis c'est pas toujours possible. Ici, en haut à droite, vous avez l'exemple de la crie artificielle sur la Sarine. Donc, l'objectif, c'est de créer des débits morphogènes qui permettent de créer une dynamique sur la Sarine, couplée avec des déversements. Donc, on déverse des graviers ici, juste à l'aval du barrage, pour permettre donc au cours d'eau de recréer une dynamique qui soit proche de l'état naturel. Ici, en bas à gauche, vous avez l'exemple d'un dépotoir avec canal guide. Donc, voilà, c'est un exemple assez classique d'un dépotoir qui permet de laisser transiter les sédiments pendant les petites crues et puis qui va se mettre en charge dans les crues, disons les crues plus grandes et qui va être actif que durant les événements durant lesquels c'est nécessaire, en fait. Et puis, pour finir, là, vous avez l'exemple d'un déversement de gravier. Donc, c'est un déversement de gravier sur la Limmat à l'aval de la centrale de Wettingen. Si vous avez lu la dernière version de l'aide à l'exécution, c'est la photo qui se trouve sur la couverture. Puis là, bah, voilà, c'est simplement, si on n'a pas d'autres solutions, si on n'arrive pas à faire transiter suffisamment de charriage à travers l'installation, on va déverser à l'aval de l'installation pour permettre au cours d'eau de recréer les structures morphologiques qui lui sont propres. Ça peut, voilà, disons que c'est pas forcément la solution qu'on préfère, mais dans certains cas, ça peut être la solution qui est la plus adaptée. Comment est-ce qu'on fait pour apprécier, pour évaluer les variantes de mesure? Donc, il est recommandé de présenter les variantes de manière voilà, la plus brève et concise sous la forme d'un tableau comparatif. Euh, je vais pas passer à travers chaque point, mais en fait, le but, c'est de pouvoir voir de la manière la plus claire possible la différence entre les différentes variantes et puis de pouvoir déterminer quelle est la meilleure variante. Euh, toutes les variantes qui sont proposées devraient être appropriées, nécessaires, acceptables et avoir un coût raisonnable par rapport à leur efficacité. Voilà, le but des porteurs de projet, l'objectif des porteurs de projet, donc bureau d'ingénieur et puis exploitant, c'est de présenter la meilleure variante. Donc, qu'est-ce qui est envisageable et qu'est-ce qui est la meilleure variante envisageable pour ce cas donné. Dans le cas, ensuite, selon ces résultats-là, c'est au canton et à la confédération, donc à l'OFEV, de déterminer si la variante est proportionnée par rapport aux bénéfices qu'elle apporte. Encore un dernier point sur le charge dans les projets d'aménagement de cours d'eau. Donc il y a voilà, quelques règles ou bien prescriptions qu'on aimerait à respecter dans ce genre de projet. La première, c'est d'éviter autant que possible les prélèvements. Donc ça veut dire que pour les projets d'aménagement de cours d'eau, on devrait toujours évaluer si la variante sans aucun prélèvement est réalisable. Si elle n'est pas réalisable, il faut le justifier et vraiment que ce soit à défaut d'une solution euh, sans prélèvement, donc on soit vraiment obligé de réaliser des prélèvements. Si une intervention est nécessaire, le lieu et la période devraient être déterminés en prenant en compte des aspects écologiques et morphologiques pour avoir le moins d'impact possible sur le cours d'eau. Et puis, dans la mesure du possible,
il ne devrait pas y avoir de déficit de charriage en aval d'un périmètre de projet d'aménagement de cours d'eau. Au niveau du suivi d'efficacité, là, vous avez un tableau, un exemple de tableau d'évaluation avec une liste d'indicateurs. Donc ça, c'est décrit dans l'aide à l'exécution. Voilà, c'est pas toujours facile d'évaluer l'efficacité de l'assainissement de charriage parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais voilà, on a essayé dans la mesure du possible de déterminer quels étaient les indicateurs qui étaient le plus fortement liés à l'assainissement, enfin, à l'impact du charriage sur le cours d'eau. Et puis le but, c'est d'avoir un clair comparatif entre l'état avant les mesures, donc voilà, là on a l'état actuel, et puis l'état après les mesures. Donc dans la mesure du possible, ou bien dans le cas idéal, on devrait atteindre au moins une appréciation bonne partout après les mesures. Maintenant, dans la réalité, c'est pas forcément le cas partout. Et puis, voilà, ça doit toujours être analysé, disons, mis en perspective par des experts, voilà, avec l'expertise nécessaire pour déterminer mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre un état bon dans tous les cas. Et puis, après, si nécessaire, ça permet d'identifier des éventuelles mesures correctives. Voilà, là, vous avez juste un exemple de la morphologie sur la Sarine avant et après la crue artificielle qui a eu lieu en octobre 2023. Donc, c'était une crue artificielle de 220 mètres cubes par seconde. Donc là, on voit clairement l'impact sur la morphologie avec la disparition de ce patch de végétation là, les bancs qui se sont modifiés, etc. Il y a eu, pour l'anecdote, une crue artificielle qui a été réalisée la nuit dernière sur la Sarine encore, mais de plus petite ampleur, de 45 mètres cubes seconde. Voilà, en conclusion, quels sont les points clés à retenir de cette présentation et de l'aide à l'exécution? Le premier, c'est sans charriage, on n'a pas de cours d'eau proche de l'état naturel. C'est un élément essentiel. Donc, si vous vous rappelez de la petite recette qu'on a vue au début, c'est un des éléments essentiels qui contribuent dans les facteurs physiques à avoir des cours d'eau proches de l'état naturel. L'aide à l'exécution, elle propose des démarches qui aident à prendre en compte les exigences qui sont nécessaires en matière de charriage et puis à mieux répondre aussi aux exigences, à toutes les exigences qui sont relatives au cours d'eau. Donc, que ce soit développement de l'énergie hydraulique, protection contre les crues, écologie, etc. Le but, c'est que si on suit vraiment les démarches qui sont décrites dans l'aide à l'exécution, on est certain voilà, d'avoir pris en compte l'entier des exigences légales relatives, voilà, tout ce qui est décrit dans la loi sur la protection des eaux. Et puis enfin, si on parle de débit de charriage nécessaire, on a montré que en respectant, ou disons en appliquant ce chiffre de 65 à 80% du débit de charriage naturel, ça permet de conserver une dynamique et une morphologie qui soit proche de l'état naturel pour l'entier des cours d'eau qu'on peut trouver en Suisse. Voilà, je voulais vous remercier pour votre participation, pour votre engagement en faveur de cours d'eau. Et puis, je repasse la parole à Angela pour la suite.